Salut Audrey, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui est pas commun. Moi, j'ai remarqué que dans la vie d'un entrepreneur, il y a une chose qui avait un impact important, c'est que certains, la lucidité sur soi-même et la conscience de ses émotions avaient tendance à aider un parcours entrepreneurial et pour d'autres à plutôt être un frein. Donc c'est ça que j'aimerais discuter avec toi. J'ai plutôt l'impression que dans ma vie, le fait de faire ce travail, de se confronter à soi-même par le regard extérieur, par le questionnement, etc. C'est quelque chose qui m'a plutôt servi et c'est quelque chose que j'ai en tout cas commencé à faire assez jeune et je vois aujourd'hui un peu les intérêts cumulés de ça. Et également, je vois d'autres personnes, en ligne ou pas, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses qu'elles ne veulent pas voir d'elles-mêmes et que c'est quelque chose qui les limite. Donc, quand il a écrit un petit bouquin qui est très intéressant, s'appelle Qu'est-ce que les Lumières? Il parle justement de la liberté de l'individu. Et cette liberté de l'individu, elle consiste en quoi? Très clairement, à se confronter avec soi-même. Voilà. C'est choisir, être conscient de ses choix et point barre. C'est juste la base. Après, tout le reste, la connaissance du monde, de soi-même, tout en découle. Ouais, bah ça me parle. Toi comme moi, on vient d'un milieu où plutôt justement on cherche par la pratique à faire ce travail de se confronter à soi-même. Pour la petite histoire, bah on s'est rencontrés il y a, je pense, il y a une dizaine d'années, ou même peut-être plus, même maintenant 11 ans. Moi j'étais assez jeune à l'époque, j'étais tout fougueux, j'avais 18 ans et on s'est rencontrés dans ce cadre-là où justement cette pratique du questionnement qui est confrontant. Et j'ai remarqué qu'en fait c'était assez difficile d'en parler autour de soi, d'expliquer finalement c'est quoi le travail qu'on fait, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça permet. Et donc c'est pour ça que j'aimerais te poser la question, comment déjà tu décrirais le travail, la pratique du questionnement qu'on a fait ensemble pour que les gens comprennent? Bien, je te dirais que on a des intuitions. Souvent, ces intuitions, on les cache, on les renie, enfin tout ce que tu veux, parce qu'on veut absolument satisfaire des dogmes sociaux, on veut être poli, on veut avoir une belle image, on veut avoir l'air intelligent, etc. Et donc ces intuitions-là, elles nous paraissent bêtes, elles nous paraissent vagues, elles nous paraissent inutiles, et donc on les suit pas. Et donc dans le travail de questionnement qu'on fait, eh bien justement, on a travaillé sur ces intuitions. Qu'est-ce que je remarque dans la discussion? Qu'est-ce que je remarque chez l'autre ou chez moi? Et quelles questions je peux poser sur ce que je remarque? Un travail que j'ai gardé des groupes dans lesquels on a évolué sur le questionnement, c'est le travail des sous-titres. Alors j'imagine que ça te parle, mais c'est le fait, tu sais, au cinéma, dans les séries, tu as des sous-titres qui deviennent traduire une langue qui est étrangère. Et c'est de partir du principe qu'il y a ce que les gens disent et ce que les gens disent vraiment. C'est comme en marketing, il y a la raison et la vraie raison. Il y a ce que disent les gens, ce que pensent les gens se rationalise, et il y a la vraie raison émotionnelle qui est à la base de nos décisions, qu'on se cache à soi-même et qu'on ne veut pas dire. Et de faire cette pratique de mettre des sous-titres, de capturer l'essence d'un moment, d'un phénomène, d'une situation, et de décrire en gros qu'est-ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui vient, qui te raconte n'importe quoi et machin, etc. En fait, peut-être juste qu'il est en train de te dire, en fait j'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de dire. Et d'être capable juste de capturer l'essence des choses par les sous-titres, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, c'est en plus avec mon compagnon, c'est un truc qu'on s'amuse à faire, à chercher à mettre des sous-titres sur certains discours, etc. Et je trouve ça extrêmement pertinent. Tiens, moi j'ai un exemple. Il y a un ami qui m'a parlé de sa rupture, qui s'est fait quitter par sa meuf. Et sa meuf, pour le quitter, etc., à la fin, lui balançait du bullshit, comme quoi, oui, t'es la personne qui a la plus compté, je t'oublierai jamais, machin, etc. Tu resteras toujours dans mon esprit, dans mon cœur, blablabla, etc. En l'occurrence, dans cette situation, c'est elle qui est partie. Et donc là, quel sous-titre il faut mettre à tout ça, tu vois? Voilà, il lui dit oui, la personne la plus merveilleuse, mais je te quitte. Hein. Bref, on dirait, tu sais, le petit morceau de viande qui est mis dans la gamelle du chien pour lui faire passer les croquettes, quoi. Et du coup, tu mets quoi comme sous-titre là-dessus? Bien, t'as le choix. Soit c'est assez vrai ce qu'elle dit, malgré tout, même si on trouve ça très drôle, voilà, paraît un peu suspicieux. Donc soit c'est vrai, et dans ce cas-là, elle cherche l'absolu, elle cherche encore plus beau, plus voilà, plus merveilleux ailleurs. En général, quand elle dit je t'oublierai jamais, machin, etc., dans 2 ans, c'est passé complètement autre chose, surtout si la personne est partie. Et souvent, en général, ça se transforme plutôt, les relations passées, en du ressentiment que dans un beau souvenir féerique. On se souvient plus de ce qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un que justement de tout le positif. Et donc, probablement que dans 50, quand elle va
avoir pensé à la situation. Ça va être plus sous le prisme de l'agacement, l'énervement et tout ce qui allait pas. Et tu vois, moi je discutais avec cet ami et en fait il arrivait pas à comprendre et il commençait à se faire un peu manipuler en termes d'émotions parce qu'il est incapable à capturer l'essence. Tu vois, moi comme sous-titre j'aurais mis j'assume pas de te quitter, je veux trouver mieux parce qu'en fait au final t'es un pauvre type, c'est-à-dire que tu corresponds pas à mes attentes, etc. Et je peux trouver mieux, donc voilà. En gros, c'est une manière d'un sous-titre, on peut en trouver plein, hein, tu vois, mais je pense que ça capture bien l'essence du truc et que tout ça c'est un enrobage justement pour pas confronter au choix justement qui est le fait de partir et d'une certaine manière aussi de se déresponsabiliser face à la situation. Et en fait ce qu'il faut entendre c'est tu m'attires plus. Mon niveau d'intérêt a baissé pour toi au point que voilà, ce qui est l'exact opposé de ce qui est dit quoi. Et oui, ça peut être en Et donc effet. Ça peut être en effet un mensonge, quoi. En effet, pour se déresponsabiliser. Et aussi, ça peut être la culpabilité, parce qu'elle se rend compte quand même qu'elle fait du mal, et elle veut pas passer pour la méchante dans l'histoire, et donc elle va quand même dire des mots doux, des mots gentils pour justement faire avaler la pilule. Par contre, je pense qu'au bout de 5 ans, je pense qu'il pourrait y avoir plus du regret que du ressentiment, je pense. Surtout si elle se retrouvait seule à nouveau, à ce moment-là. Elle pourrait se dire... Bah finalement, j'ai peut-être fait une bêtise en le quittant. Parce que ça, il le faisait bien en comparaison c'est avec face l'autre. au désarroi là. Si toi t'as une solution de rechange au désarroi, le sous-titre qu'il faut voir, c'est tu me divertis de l'ennui. Tu vois, ce Voilà. qui est pas forcément si soi-même on est un divertissement à l'ennui de l'autre, tu vois, on amuse la galerie. Je suis pas sûr que ça soit les fondements d'une relation solide. En effet, Voilà. le problème de l'ennui, et puis à mon avis, il est assez pertinent dans l'histoire. Elle a peut-être trouvé la chaussure à son pied avec ce garçon qu'elle a quand même quitté. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, mieux peut-être. Ouais. Bah, c'est pas tant que... oui, elle pourrait trouver mieux parce que je pense que c'est la culpabilité qui l'a fait parler comme ça. C'est, je passe pour la méchante, donc je vais dire quelque chose de gentil pour rassurer, pour tranquilliser, et éventuellement je veux pour pas éviter... passer pour la méchante, donc d'une certaine manière j'ai conscience que je le suis, puisque si tu cherches à éviter... Et il y a aussi, peut-être que si lui il est vraiment attaché, il peut peut-être avoir envie de lui courir après, et donc c'est un peu une fin de non-recevoir, quoi. C'est, je pars, ma décision est prise, donc t'es gentil, mais je veux aller voir ailleurs, voilà. Et donc je me cours pas après, quoi. Donc voilà. Et derrière le discours, qu'est-ce qui est dit? C'est quoi l'intention? C'est quoi l'essence du discours? Tu vois, moi, un truc que j'ai remarqué de par la pratique qu'on fait, c'est à certains moments, quand tu t'es dans une discussion, que tu as envie de défendre un point de vue, d'argumenter dans le sens d'une idée, c'est la capacité tout de suite, dans l'instant, au même moment, à se voir de l'extérieur, tu vois. Par exemple, là j'étais dans une discussion, j'étais pas d'accord avec tout le monde et du coup, en prenant la parole, j'avais la conscience que là, je vais jouer le mec chiant. C'est-à-dire que finalement, je vais avoir la posture, je vais jouer le roleplay, entre guillemets, du mec chiant. Et c'est pas quelque chose qui est subi et qui va me déterminer, mais c'est plutôt l'expression d'un choix de posture que d'une incapacité à ne pas être autrement. Et ça offre une liberté qui est grande. Ah oui, cette liberté, c'est avoir conscience que être soi, penser d'une certaine manière, avoir une certaine expérience de vie, il y a un moment donné où ça va déranger l'autre, ça va remettre en question ce que l'autre pense, ça va peut-être lui faire voir qu'il a peut-être tort, même si c'est pas l'intention qu'on a en prenant la parole, en montrant qu'il y a d'autres possibilités, bien l'autre peut être dérangé dans son désir de perfection. Mais je pense que c'est l'expression même de la liberté, c'est de se détacher de ça, de s'extraire de ça, de ce contexte un peu affectif ou poli de la vie en société. C'est plutôt le côté de dire la vérité, dire une certaine forme de vérité, quoi qu'il en coûte. Et en sachant qu'on n'est pas là pour absolument blesser l'autre ou le mettre à mal ou quoi que ce soit, mais la réalité, la vérité, souvent ça gratte, quoi. Au minimum, ça gratte. Tu vois, si on revient aux entrepreneurs, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des entrepreneurs sont en proie avec leurs émotions. Ils n'arrivent pas à, entre guillemets, maîtriser, contrôler, en tout cas, ce qu'ils voudraient faire. Ça, c'est dans cet imaginaire-là. Et je pense qu'il y a un universel, c'est qu'on veut tous plus de contrôle sur sa vie. On veut tous une forme d'absolu, accéder à une forme d'insaisissable qui est une liberté sur soi, une émancipation. Et je pense que ça fait un peu dissonance cognitive dans la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire que à la fois dans son business, il y a cette volonté d'aller de l'avant, de entre guillemets partir de rien et créer quelque chose depuis zéro.
Donc il y a une forme d'émancipation, d'acte fondateur, d'action, de pouvoir sur soi qui crée quelque chose par la décision et le travail. Et en même temps, en fait, le fait d'être complètement déterminé par ses émotions et que ça soit une barrière, ça fait dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive? C'est le fait d'avoir un problème d'alignement entre ses aspirations, ce qu'on pense, ses valeurs et la réalité, le déterminisme, qui on est, et que ça crée un problème existentiel d'avoir cet écart-là. Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi? Oui, je suis bien d'accord avec cette image. Même les émotions positives peuvent nous rendre impuissants aussi. Si on les écoute, si on voit, si on comprend la connexion qu'elles nous montrent entre nous et le monde. Et en fait, l'émotion, c'est un rapport au monde. C'est une information qui est très intéressante à prendre en compte. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'écouter, qu'il faut s'exalter de ses émotions, etc. Ça, ce qu'il y a de particulier dans le travail qu'on fait, comparé à des pratiques psychologisantes, etc., c'est que l'important, c'est pas de se raconter, de se narrer. Tu vois, celui qui va chez le psychanalyste et qui, entre guillemets, raconte sa vie comme ça et qui cherche soit que de l'empathie, ou de l'écoute, il cherche juste à être écouté, parce que ça fait du bien, voilà. Créer son propre mythe en créant son histoire, en racontant quand j'étais petit, patati, et fut un temps. Mais ne pas voir les émotions comme une fable de soi-même, tu vois, dans lequel il faudrait s'écouter, etc. Mais ce que tu disais, c'est le prendre comme une indication de son rapport au monde. Qu'est-ce que l'émotion en tant que phénomène dit de moi, de mon rapport au monde? C'est Heidegger qui dit... J'aime beaucoup cette métaphore. Ce qui est particulier avec l'être humain, c'est qu'il est jeté dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi d'être là. Il est là. Il a été complètement lancé dans le monde et dans son existence. Il n'a pas choisi d'être là. La particularité, c'est que il a conscience de cela, de sa finitude, de sa place entre l'être justement et les temps, et que ça crée un espace de réflexion, un espace d'investigation, et ça crée toute une coloration, toute un atmosphérique de finalement comment on vit cet enjeu fondamental, comment on vit cet acte fondateur de l'existence, d'être jeté dans le monde, de se questionner par rapport à ça. Et les émotions, finalement, c'est souvent une indication de qu'est-ce que... tu disais de parler des intuitions qu'on a. Pour le coup, ton idée d'Heidegger, je pense qu'après, elle a été développée par Jean-Paul Sartre, quand il dit que l'existentialisme, c'est un humanisme. Enfin, voilà, quand il écrit que l'être humain est avant tout un projet existentiel. Il est en devenir. Il n'est pas déterminé par son essence. C'est que l'être humain n'est pas une essence. Il se définit au fil de son existence. Et entre autres, à la fin de sa vie, il faisait une réflexion sur l'existence qu'il a menée, et s'il disait que ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il n'a pas fait, c'est parce que les circonstances l'avaient empêché etc. Bon. Ou, je sais pas, quand il était petit, etc. Voilà, il avait eu des soucis, donc il a pas pu réaliser un vœu cher. Eh bien, c'est de la mauvaise foi, quoi. Ce que tu veux réaliser, réalise-le. Fais ton projet existentiel, quoi. Alors, c'est quoi les enjeux des entrepreneurs? Bon, tu commences à connaître le monde des entrepreneurs en ligne, tu regardes des vidéos, etc. Tu commences un peu à saisir qui sont les gens. Qu'est-ce que tu vois, toi, derrière, en termes d'enjeux existentiels? Aussi, j'ai travaillé entre autres avec des entrepreneurs russes qui sont très intéressants, parce que c'est des personnalités qui sont souvent très fortes, à la limite de à l'ancienne. Est-ce que tes entrepreneurs russes, c'est un peu comme en Roumanie, c'est-à-dire c'est le mec un peu costaud, un peu masculin, tu vois, dans sa manière de faire du business, tu vois, il a la poigne, le business, c'est un peu violent dans les rapports. Il y a un rapport légèrement de prédation, il y a une... Alors, c'est pas de la prédation, mais par contre, ils ont un côté rude, limite un peu arbitraire. Ils peuvent très bien ne pas donner de nouvelles pendant un certain temps. Donc, il y a ce côté complètement détaché des autres qui est assez marrant. C'est assez déstabilisant au départ quand on connaît pas ce fonctionnement-là. Mais sinon, au niveau violence, non, je dirais pas ça, ou même un peu côté un peu paysan, ou un peu rustre. Ah si, quoique, il y a un petit côté rustre quand même. Pas trop sophistiqué. Oui, pas trop sophistiqué, tout à fait. Et pour le coup, ceux que j'ai rencontrés, alors je vais pas dire que c'est des intellectuels, c'est quand même des gens pratiques, mais ils ont quand même cette sensibilité qui est assez à fleur de peau. Et ils sont mus par cette sensibilité. Ils veulent s'exprimer, ils veulent projeter sur le monde, la façon dont ils voient le monde, elle est faite à partir de leur propre sensibilité. Et je trouve ça assez intéressant. Mais en même temps, leur problème, c'est que comme ils veulent avoir un sentiment de force, de puissance, eh bien, ils veulent pas trop regarder...
l'impuissance dans laquelle les émotions peuvent les plonger. Donc c'est une espèce de contradictions qui ont du mal à gérer en général. Tu sais, c'est le trou noir de la pensée. C'est un concept qui est ultra important, c'est que parfois, en fait, il existe quelque chose, c'est-à-dire un espèce de trou noir, comme d'un point de vue en astronomie, c'est un espèce de truc qui absorbe de l'énergie, sans qu'on en ait conscience, sans qu'on puisse le voir, l'observer. Et qu'est-ce que c'est un trou noir de la pensée, de l'existence? C'est quelque chose qui est là, qu'on ne veut pas voir, mais qui absorbe finalement toute notre énergie. Je peux donner des exemples hyper bateaux, mais par exemple, celui qui se ment à soi-même, par exemple qui est gay et qui l'accepte pas, qui fait tout pour justement être avec une femme, etc. En fait, il y a le trou noir qui est là, tu sais, il le voit pas et ça absorbe une forme d'énergie mentale, une forme d'énergie dans sa vie sans qu'il en ait conscience. Et c'est pas rare de voir que telle ou telle personne, tiens, là, il y a quand même un trou noir qui est important. Et ça peut se résumer dans certaines problématiques. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, ça peut être pourquoi moi j'arrive à être libre dans mon travail alors que les autres sont déterminés. Et cet enjeu existentiel-là, par exemple, suivant comment tu y réponds, soit tu peux devenir un connard. Par exemple, c'est pour ça que t'en as plein qui sont des connards et c'est une réponse d'une certaine manière à cette question-là. C'est en fait, je suis meilleur que les autres, etc. Ou c'est dans le rapport à l'argent, tu vois, dans la façon de lier argent et valeur personnelle. Moi, j'ai de l'argent, donc je suis quelqu'un de bien et le mec qui est dans la rue, voilà, c'est une pauvre merde. Ça peut être aussi une autre façon de répondre à cet enjeu-là. Ça peut être une extrême fragilité à justement la misère ou autre, parce qu'il y a une dissonance cognitive qui n'arrive pas à résoudre entre le fait que moi je puisse être entrepreneur, développer par ma force intérieure une activité, gagner de l'argent, etc. et que d'autres n'arrivent pas à faire ça. Et comme ça, il y a plein d'enjeux qui peuvent affecter un entrepreneur et qui est intéressant d'aller creuser. Et tout ça, en fait, c'est des enjeux existentiels qu'on ne peut pas faire l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé inconsciemment de se poser la question, on est obligé de se positionner et ça nous détermine dans nos choix, dans nos actions, dans la manière dont on pense, dans nos émotions. Et c'est pour ça que c'est important d'aller creuser. Pour creuser, il faut se détacher. Et moi, ce que je remarque chez les entrepreneurs, en général, jeunes ou moins jeunes, c'est qu'ils ont un certain nombre de principes, d'idées, j'irais presque des idées fixes. Et il faut que ce qui se passe, ce qu'ils font, le monde colle à ces idées. Alors, c'est très fort. D'un côté, c'est ça aussi qui permet de faire vivre l'entreprise, bien entendu, hein, c'est pas uniquement problématique, mais le souci c'est que... C'est une forme de puissance qui permet justement de créer de la réalité, c'est-à-dire de tordre la réalité en créant l'entreprise. On passait d'un état où il se passe rien, l'entreprise n'existe pas, il n'y a pas d'activité, à l'influence sur la matière par la puissance de l'esprit et justement la radicalité de la non-remise en question. Ça peut poser problème. Une métaphore un peu heideggerienne, ça serait de dire que la plupart des gens cherchent à colmater l'existence, c'est-à-dire que justement le fait d'être jeté dans un puits qui est sans fond de l'existence, c'est quelque chose qui est trop difficile à juste à accepter pour certains, et donc il faut colmater les brèches, les micro-fissures de l'existence et bien mettre du ciment, tu vois, on vient bien colmater, tu vois. Ça fonctionne pendant un moment entre guillemets de dévitement et au bout d'un moment, paf, c'est la crise de la quarantaine, machin, ça s'est un peu trop fissuré, tu vois, et paf, le barrage explose et là ça part en live. Je m'en souviens d'un avec qui j'avais discuté et qui me disait, je lui dis mais écoute là t'as une forme d'anxiété qui est quand même hyper développée, tu devrais consulter même un psy, juste parler justement, j'étais un petit peu ironique sur les psys et l'écoute et l'empathie, tu vois, mais il y a des moments où ça peut être nécessaire et lui carrément je lui ai dit mais va consulter, etc., il faut que tu le fasses, là c'est pas possible, ça affecte ta vie. Je me souviens qu'à l'époque cet entrepreneur m'avait répondu ah non mais je veux pas aller regarder sous le capot, je veux surtout rien toucher, j'ai une voiture qui fonctionne plutôt bien, tu vois, c'est un entrepreneur qui gagnait plutôt voire très bien sa vie, tu vois, et qui disait mais surtout je veux pas toucher, j'ai peur de changer et que mon business part en vrille parce que je vais changer en fait si je regarde sous le capot. Je vois certains entrepreneurs pour qui leur énergie est bouffée par des questionnements qui pourraient être résolus en fait en 2 secondes parce que toi-même t'es déjà entre guillemets soit passé par là, soit parce que c'est pas un enjeu qui te touche, et voilà.